Et ma deuxième question porte sur alors une étude, je crois qu'elle est américaine, sur l'effet des anesthésies générales sur l'évolution des maladies neurodégénératives. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Très bien. Alors, puisque la question s'adresse à moi, je vais vous répondre. Puis, si d'autres veulent compléter. Donc, on a fait effectivement une étude sur Strasbourg où on a comparé dans le liquide céphalorachidien la présence de composés anormaux. Donc, c'est le docteur Arnaud Agen qui a fait ça à partir de techniques assez puissantes. On a trouvé plein de choses, à la fois dans la maladie d'Alzheimer et dans la maladie à corps de Lévy, mais ce qui semblait être plus présent dans la maladie à corps de Lévy et moins dans la maladie d'Alzheimer, c'était la présence de phtalates. Alors on ne s'attendait pas à trouver des phtalates dans la ponction lombaire. C'est une étude préliminaire, c'est-à-dire c'est la première étude sur la question. Ça a été une surprise pour nous. Néanmoins, si on veut, raconter une histoire avec cela, eh bien, on peut imaginer que, et on sait que les phtalates ont été développés par l'industrie chimique allemande au début du XXe siècle, aux alentours de 1925-1930, et les tout premiers cas de maladie à corps de Lévy qui ont été découverts, on va dire, dans le monde, c'était essentiellement dans les années 50-60, tout premier cas avant ce que je vous décrivais avec Osaka. Donc on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir potentiellement un effet des phtalates, mais je pense que, si vous voulez, ça ne peut pas expliquer les choses de façon uniciste, c'est-à-dire qu'il y a probablement plusieurs problèmes simultanés, mais on sait que dans d'autres maladies neuroévolutives, il y a d'autres toxiques qui sont importants. On sait par exemple que dans la maladie de Parkinson, les pesticides ont probablement un rôle important dans l'émergence de la maladie, donc il est possible, mais ça doit être confirmé pour la question des phtalates. Sur la question de l'anesthésie, alors c'est compliqué l'anesthésie, donc je me permettrai de ne pas répondre dans le détail sur l'anesthésie dans les maladies neurodégénératives parce qu'il y a plusieurs questions, mais je vais simplement vous citer une étude de collègues sud-coréens qui s'étaient intéressés à la question de la confusion après une anesthésie générale. Donc là, c'était des patients qui devaient se faire opérer de l'estomac et de l'intestin. L'idée originale des collègues sud-coréens, c'était de regarder s'il y avait la présence de corps de Lévy dans l'intestin, par la présence de la synucléine phosphorylée, ce qu'on appelle la phosphosinucléine. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les patients qui faisaient une confusion après leur opération de l'estomac avaient plus volontiers, c'est-à-dire en gros dans un peu plus de 40% des cas, la présence de corps de Lévy dans l'intestin. Sans qu'il y ait, là c'est où ça manque un petit peu de détails, sans qu'il y ait forcément de symptômes décrits, sans qu'on puisse savoir si c'était de futures maladies à corps de Lévy ou de futures maladies de Parkinson. Mais on peut imaginer néanmoins que, en tout cas après cette étude, qu'il y ait finalement une plus grande sensibilité des patients atteints de maladies à corps de Lévy à des confusions post-opératoires. Ça paraît assez clair, ce qui va bien, si vous voulez, avec l'idée que dans les cas un peu extrêmes de fluctuation, les patients puissent développer des confusions au cours de la journée. Et donc là, c'était des confusions après l'opération, dans un contexte, vous l'avez compris, double, c'est-à-dire qu'il y a finalement dans la chirurgie une double agression. Il y a l'agression du chirurgien, c'est pas rien de se faire ouvrir le ventre et puis qu'on vous enlève un bout d'estomac, ça va libérer tout un tas d'hormones qu'on va appeler des cytokines inflammatoires. En même temps, la deuxième agression, c'est l'utilisation de drogues qui sont toxiques pour le cerveau. Donc voilà, la double agression fait qu'on imagine que des malades à corps de Lévy potentiels, parce que là, en fait, ils n'avaient pas de maladie à corps de Lévy, mais de malades à corps de Lévy potentiels puissent être plus sensibles à finalement une chirurgie, une anesthésie. Je ne sais pas s'il y a un complément. Alors sur l'anesthésie, un petit peu en complément de ce que vient de dire Frédéric, nous on travaille avec les anesthésistes. Donc il y a plusieurs catégories de l'anesthésie, vous le savez, il y a l'anesthésie loco-régionale, rachianesthésie, péridurale, tout ça c'est un peu comme une ponction lombaire. Quand les gens ont peur d'une ponction lombaire, en fait la ponction lombaire c'est le début de la rachianesthésie ou de la péridurale. Donc ça généralement il n'y a pas de confusion post-anesthésie en utilisant ces techniques. Il peut y avoir des globes vésicaux, des troubles urinaires, mais pas de confusion. Ensuite, dans les anesthésies générales, il y a des anesthésies légères. Je passe une coloscopie, on utilise ce qu'on appelle le diprivant, qui donne un sommeil plutôt apaisé, et ce sont des anesthésies courtes, et il y a très peu, c'est très rare qu'il y ait une confusion après le diprivant.
Ce qui est confusiogène et lourd, mais c'est probablement en lien avec ce que vient de dire Frédéric, c'est la lourdeur de la chirurgie en fait, c'est l'utilisation de curares, puisque les curares vident toutes les synapses d'acétylcholine. Et vous avez vu, l'acétylcholine, elle est importante dans le système nerveux autonome, dans le cerveau, dans la cognition, etc. Donc le risque, c'est qu'effectivement, les anesthésistes arrêtent tous les traitements généralement avant parce qu'ils sont obligés. Et l'induction de l'anesthésie peut, induire une forte hypotension avec un bas débit cérébral, et deux, induire une grande confusion qui peut durer plusieurs jours, voire des semaines après. Pas seulement dans la maladie à corps de Lévy, mais sûrement un peu plus dans la maladie à corps de Lévy que dans les autres maladies neurodégénératives. Donc moi, généralement, ce que je recommande à mes patients, c'est que pour une chirurgie pour laquelle on peut éviter, ça n'est pas toujours possible, une anesthésie générale, autant le faire. Et puis si on ne peut pas éviter une péritonite, on ne peut pas éviter. Voilà, il faut prévenir les anesthésistes. Ils sont quand même beaucoup sensibilisés. Il y a beaucoup de recherches dans leur domaine là-dessus, sur troubles cognitifs, confusion post-anesthésie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de protocoles en anesthésie qui se développent. Et chez nous, par exemple, les patients sont scopés sur le plan EEG. Il y a un enregistrement EEG et ils adaptent les doses à la réponse EEG. Et on a vu qu'en fait, les patients qui étaient connus pour avoir des maladies neurodégénératives avaient besoin de moins de doses pour être dans un sommeil profond, enfin une dose moins forte que les patients qui n'avaient pas de maladie neurodégénérative. Donc oui, c'est de la prévention, on dit secondaire, c'est-à-dire qu'on va éviter que la maladie ne s'aggrave à cause, par exemple, de l'anesthésie et de la chirurgie. Et ce dont parle Frédéric, c'est de la prévention primaire, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont déjà des corps de Lévy et on aimerait éviter que les symptômes ne surviennent. D'autres questions ? Oui, bonjour. Merci beaucoup de ce colloque très intéressant. Moi, je suis la fille d'une patiente qui est suivie par le professeur Roubaud ici, qui a été diagnostiquée il y a 2 ans pour la maladie à corps de Lévy. Ce que je trouve difficile dans cette maladie, ce sont principalement le début avec la pose du diagnostic, à cause de ces fluctuations qui donnent l'impression que le patient simule. En tout cas, nous, c'est l'impression qu'on a eue dans les débuts. Alors, je me demandais à partir de quand, c'est un côté très rassurant, la pose du diagnostic, même si c'est difficile. Ça part tellement dans tous les sens, cette maladie, que voilà. Je me demandais à partir de quand les corps de Lévy étaient suffisamment visibles dans une imagerie. Pardon si vous y avez déjà répondu. Et ma deuxième question, c'est pour vous, Chloé Lazeras. C'est que vous avez parlé de la détection des faux pas dans les états émotionnels, et je me demandais ce que signifiaient ces faux pas émotionnels. Merci. Merci pour votre question. Alors pour répondre, première réponse qui est importante, en fait, on ne voit pas les corps de Lévy à l'imagerie. Donc c'est assez simple comme réponse, c'est-à-dire qu'on ne pourra avoir une idée s'il y a une maladie à corps de Lévy qu'indirectement, ça va être abordé un petit peu plus loin, donc on va vous en parler avec la scintigraphie, mais on ne les voit pas. Donc pour l'instant, c'est très difficile, et finalement, le diagnostic est purement clinique. Un commentaire avant que je passe la parole à ma collègue, pour vous dire que cette question des symptômes et du fait on a l'impression que le patient en fait un peu trop, je pense que c'est bien que vous en parliez. Effectivement, je crois que vous n'êtes pas la seule. Des soignants aussi parfois font ce type de remarques. C'est très problématique, et c'est d'autant plus problématique qu'en fait le patient n'est pas dans cet état-là, c'est-à-dire qu'il est pas bien, et en fait il peut ne pas s'en rendre compte, et de ce fait pour l'entourage c'est très difficile. Donc il faut savoir prendre un peu de recul et se dire que effectivement il y a réellement un problème, mais que ce problème-là, le patient ne peut pas l'exprimer forcément. Je passe ma collègue. Alors la question sur les faux pas, qui est une question très précise, mais c'est un test très précis. En fait, les faux pas sociaux, c'est le fait de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire dans la vie sociale de tous les jours. Voilà, de ne pas faire de remarques inappropriées qui ne se font pas et qui blessent les gens. Voilà, mais c'est une capacité quand même assez complexe en fait. Pour nous, ça nous paraît très simple, mais c'est quand même de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de ressentir ce qu'il va ressentir quand on va prononcer une phrase, par exemple, inappropriée. Donc voilà, donc il y a un test très précis où il faut répondre sur choix multiples pour évaluer ça. Voilà. En ligne,
ligne. Alors, donc il y a une question, alors c'était plutôt au début des présentations, donc peut-être pour Frédéric. Y a-t-il un intérêt à diagnostiquer la maladie d'Alzheimer quand une maladie à corps de Lévy a été diagnostiquée ? Alors, il y a un intérêt intellectuel. Ça, c'est toujours le médecin qui aime bien comprendre. Maintenant, en dehors de cet intérêt intellectuel, malheureusement, il y a un intérêt pratique, oui. Il y a un intérêt pratique parce que le patient atteint de maladie à corps de Lévy qui développe en plus une maladie d'Alzheimer ne va certainement pas évoluer de la même manière que le patient atteint d'une maladie à corps de Lévy pure. Je l'avais déjà dit lors d'un précédent colloque, mais c'est important parfois de répéter les choses. Chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy pure, détectée précocement, l'évolution se fait souvent assez doucement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de baisse, mais l'évolution se fait doucement sur plusieurs années. Pour dire les choses simplement, pour passer d'un stade léger à un stade sévère, il faut au moins 10 ans. Chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy qui ont en plus une maladie d'Alzheimer de façon biologique, ou en tout cas au moins clinique objectivée par le médecin, on a estimé sous nos cohortes qu'on passait du stade léger au stade sévère en 4 ans. Donc beaucoup plus vite. Et ça veut dire qu'il y a même des patients qui peuvent passer d'un stade léger à un stade sévère en 1 ou 2 ans. Et on a malheureusement, nous, des patients qui même passent d'un stade léger à un stade sévère en moins d'1 an. Donc oui, c'est important pour savoir quel est le risque évolutif, mais derrière, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et pour l'instant, à vrai dire, on ne sait pas. On peut s'interroger quand même, et c'est important qu'on s'interroge, sur les nouveaux traitements qui apparaissent dans la maladie d'Alzheimer. Aurait-il un intérêt dans ce contexte-là ? On n'a pas la réponse, mais c'est des pistes. Voilà. Alors après, il y a beaucoup de questions pour lesquelles vous avez répondu dans votre présentation. J'en ai encore 2. Je ne sais pas si on a le temps encore. Oui, on continue. On continue. Alors, donc c'était sur l'intervention de Clément, je pense, sur l'étude qui est effectuée au CNC. Alors, avec cette étude, avez-vous identifié une baisse de l'âge moyen d'entrée dans la maladie ? Alors, c'est pas quelque chose du coup qu'on a cherché particulièrement, parce qu'on a recueilli on a repris énormément de patients avec des débuts de symptômes différents, et ensuite on a fait l'âge moyen dans chacun des groupes. J'ai pas regardé particulièrement si l'âge diminuait au fur et à mesure du temps, mais on peut s'imaginer que avec la sensibilisation qui progresse actuellement en termes de diagnostic, les diagnostics sont faits un peu plus précocement et donc également un peu plus jeunes. Mais c'est pas quelque chose que j'ai regardé statistiquement particulièrement, mais c'est vraisemblable en tout cas. Ok, merci. Et après, il y a une question qui est arrivée vers la fin, mais je pense que ça peut toucher un peu toutes les présentations. Y a-t-il des symptômes mieux décrits par l'aidant ou des symptômes mieux décrits par le malade ? Qu'en est-il de la conscience des troubles et de la nécessité d'avoir systématiquement un avis de l'entourage ? Alors, à la consultation, je pense que c'est vraiment idéal qu'il y ait quelqu'un qui accompagne le patient, parce qu'il y a une partie des troubles que le patient va ressentir, qu'il ne va pas considérer comme forcément gênant, alors que l'aidant à côté peut les ressentir comme très perturbants. On l'a vu dans l'étude des Japonais, où on voit comment les sujets sont ils sont très différemment classés. En fait, il y a des patients qui vont avoir des symptômes, par exemple des hallucinations visuelles. J'ai une patiente qui me dit surtout ne me les traitez pas parce que ça m'occupe. Alors que c'est vraiment, j'ai une interdiction de traiter les hallucinations visuelles parce que c'est une dame qui vit seule à la maison et elle sait que ça n'existe pas, mais ça l'occupe. Donc elle ne veut surtout pas le traiter. Alors qu'à côté de ça, il y a des patients et des aidants qui disent ça m'insupporte parce qu'il est tout le temps en train de gratter la table, alors parce qu'il voit des fils ou des petits bouts. Enfin, voilà, donc c'est vraiment important qu'il y ait un accompagnant parce que le patient peut se rendre compte de certaines choses et de certaines d'autres, il ne s'en rend pas compte. L'aidant, c'est pareil, il peut s'apercevoir de certains symptômes et pas d'autres. Et puis l'intensité et la gêne occasionnée par certains symptômes ne va pas être perçue de la même manière entre le patient et l'aidant. Et attention, il y a quand il y a 2 ou 3 aidants, un enfant, un mari, un conjoint, etc., ça peut aussi être un classement différent. Donc je pense que c'est important qu'il y ait des aidants à la consultation. Et je pense que c'est important aussi de préparer la consultation et de vraiment prendre le temps, peut-être même au fur et à mesure, entre 2 rendez-vous, de se dire « Ah tiens, ça, faudra que je pense à le noter ». Et puis dans les jours qui précèdent la consultation, de dire « Bon, mais qu'est-ce qui m'a le plus gêné cette semaine ?» Une semaine, c'est pas mal comme temporalité, c'est difficile de faire sur plusieurs mois, mais voilà, cette semaine, qu'est-ce qui m'a le plus gêné, voilà, qu'est-ce qui est à prioriser, voilà, je pense que ça, c'est intéressant. Voilà. Donc c'est complémentaire finalement. Ah oui, moi je pense que c'est très complémentaire d'avoir l'avis du patient et des aidants. Merci. Le top, c'est d'avoir un petit mot du kiné et de l'orthophoniste, mais là, j'en demande beaucoup.
Bonjour, j'ai 2 questions et une remarque. Ma première question, c'est par rapport aux tests diagnostiques, scintigraphiques, etc. Je voulais savoir, intellectuellement, il y a un truc que je ne comprends pas bien, comment on fait pour classer bien les gens, pour bien classer et déterminer la sensibilité et la spécificité du test, si à la fin on n'a pas vraiment le diagnostic de la maladie. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, en tant que gastro-entérologue, le système nerveux qu'il y a autour du tube digestif, il est accessible assez facilement par des biopsies sans anesthésie générale qu'on peut faire en consultation, ou presque, par une biopsie rectale. Et donc je voulais savoir si les atteintes du système nerveux entérique, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, est-ce que c'est des atteintes très tardives ou est-ce que c'est quelque chose qui permettrait de classer assez rapidement les patients? Et une remarque, excusez-moi, je suis un peu émue parce que je ne suis pas là en tant que docteur. Ma dernière remarque, c'est par rapport à la constipation, qui est quelque chose de très fréquent et que moi, en tant que gastro-entérologue avec une spécialité de coloproctologie, je traite. Il y a aussi le problème de l'incontinence anale, qui est quelque chose qui est sous-diagnostiqué dans la population générale, même chez les gens qui n'ont pas de maladies neurodégénératives. C'est 10% de la population adulte en France. Hein. Et on sait que ce type de maladie, l'incontinence anale, ça entraîne de la dépression et ça entraîne de l'angoisse. Or, vous nous avez expliqué comment on traitait la dépression, comment on traitait l'angoisse, en tout cas comment on essayait de le faire. Mais je voulais savoir si vous étiez attentif à ce symptôme-là spécifique qui est l'incontinence anale, qui est à l'origine d'anxiété et de dépression. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces 3 questions. Alors, je ne sais pas qui veut peut-être prendre la première sur le gold standard dans le développement des biomarqueurs et des nouvelles techniques diagnostiques, peut-être Marie? Oui, concernant donc le développement des biomarqueurs, moi c'est sûr que dans le cadre des maladies neurodégénératives, c'est difficile d'envisager l'anatomopathologie comme gold standard, puisque on ne va pas aller biopsier les cerveaux des patients tout venant. Donc ça peut être fait soit a posteriori au moment du décès, mais autrement, après c'est soit un consensus d'experts, soit sur le suivi clinique qui au final validera le résultat de l'examen. Juste un tout petit élément, il y a quand même un certain nombre d'études qui utilisent des grosses brain banks, des grosses séries anatomopathologiques pour lesquelles on a du liquide céphalorachidien pré-mortem, on a du sang pré-mortem, dans lequel on peut aller valider notamment les biomarqueurs liquidiens en les comparant à cet unique gold standard que peut être l'anatomopathologie. Et même pour certains, pas tous malheureusement, mais pour certains marqueurs en TEP et en médecine nucléaire, c'est le cas notamment de la TEP amyloïde, ça a été développé dans des essais prospectifs, des essais de phase 3 prospectifs, où des sujets à des stades avancés, alors là c'était la maladie d'Alzheimer, avaient une TEP amyloïde, on attendait qu'ils décèdent, on récupérait le cerveau, et là effectivement on pouvait mesurer la sensibilité et la spécificité de la TEP amyloïde par rapport à l'anatomopathologie. Donc il y a effectivement pas toujours, la littérature parfois utilise effectivement des critères cliniques, mais on a quand même aussi une littérature qui utilise comme gold standard l'anatomopathologie, donc on peut avoir toute confiance dans le développement des biomarqueurs là-dessus. Peut-être juste en complément, parce que là on parle de la maladie à corps de Lévy, c'était votre question. C'est vrai que la sensibilité et la spécificité pour le DaTscan, à ma connaissance, ça n'a pas été regardé après avec neuropathe. Par contre, il y a quand même eu des études faites de lien entre DaTscan et neuropathologie, pour la référence Sean Coloby, qui est un collègue de Newcastle, et où il montre bien quand même que ce qu'il trouve comme anomalie, il y a des corrélations neuropathologiques. Donc on a quand même une bonne idée de cette affaire-là, quand même. Et les marqueurs qui sont validés comme reflet des lésions neuropathologiques, A-bêta, tau, pas encore alpha-syne, mais et ça va venir, ils ont été confirmés par des données neuropathologiques. Donc tous les biomarqueurs validés actuellement, ils ont été validés par des analyses neuropathologiques. Alors, on peut passer du coup à la deuxième question qui était au niveau du système nerveux. Tu veux rajouter quelque chose, mais c'est pas bon. Non, je veux juste qu'on ne saute pas la question sur l'alpha-synucléine dans les biopsies coliques. Ça a été fait surtout dans la maladie de Parkinson, à ma connaissance.
C'est l'équipe nantaise, je pense, qui a la pointe sur le sujet. Et donc, on trouve de l'alpha-synucléine dans le système nerveux entérique. On en trouve dans la peau également. Il y a des biopsies cutanées. Mais c'est encore au stade de recherche à ma connaissance. Je crois qu'il y a une proportion importante de prélèvements qui se retrouvent négatifs. Donc, c'est pas très sensible. Et par contre, je crois que c'est très spécifique. Alors, la peau, c'est compliqué. Nous, on l'a fait, en fait. La peau, c'est, je dirais, plus compliqué qu'une ponction lombaire. Parce qu'il faut prendre un punch assez gros, il y a un point, après il faut faire venir une infirmière. Ensuite, la peau, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de collagène dedans. Donc faire de l'immunofluorescence sur d'autres protéines, c'est vraiment, sur le plan technique, très compliqué. Et après, je pense que la ponction lombaire et le sang vont venir. Et c'est vrai que ce n'est pas un réflexe d'aller faire une biopsie du système digestif pour plusieurs raisons. Si on est chez un patient très symptomatique, ça va nous faire une confirmation, mais en fait, il y a beaucoup d'alpha-synucléine dans les systèmes digestifs, et il y a eu, il y a quelques années, une étude sur des appendicectomies qui montrait qu'il y avait une proportion assez significative de personnes qui avaient de l'alpha-synucléine, même jeunes, dans l'appendice. Donc c'est sûr, ça serait un reflet de la maladie, mais je ne sais pas quelle serait la valeur exacte de ce biomarqueur. Il y a la question de l'incontinence anale, je pense qu'elle est importante. Alors, je n'ai pas de réponse spécifique parce que c'est une question qui est difficile. Ce que je peux dire néanmoins, mon impression, je vous donne mon impression clinique, c'est que dans la maladie à Cordet-Lévy, je trouve qu'il y a un lien qui peut être assez important avec les fluctuations. C'est que les patients, quand ils sont en période de fluctuation forte, évidemment, peuvent avoir plus d'incontinence anale. La deuxième chose quand même, c'est qu'au plus le patient évolue dans la maladie, et en particulier au stade sévère, l'incontinence anale est malheureusement très fréquente. Mais elle est liée, je pense, à la fois à des raisons neurovégétatives locales, mais surtout à des capacités cognitives qui ont diminué, qui empêchent le patient de pouvoir retenir les selles. Surtout des troubles de la mémoire vocale, est-ce que c'est des patients, si on met en place j'ai une consultation d'incontinence anale, donc je travaille un petit peu avec vous savez mieux que le nous. docteur. Ouais. Et le fait d'utiliser des dispositifs type péristine, on vide le rectum, il n'y a plus de selles, il n'y a plus d'incontinence. Et après, quel que soit c'est des pistes aussi, c'est des trucs très simples et il faut en parler, quoi. Oui, et si on ne pose pas la question, on n'a pas de réponse. Je suis d'accord, hein, ça se fait, c'est pas très connu. Moi, je l'ai appris par notre gastro-entérologue et on l'a proposé à 2 patients. Effectivement, c'est une solution, même sur la constipation. Je compléterai juste avec, effectivement, il faut, à mon avis, pour traiter l'incontinence, il faut avant tout traiter la constipation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'échappements qui se font par débordement, si je peux me permettre l'image. Donc si on arrive à réguler la constipation, à réguler le transit, je pense qu'on diminue. Et l'autre chose, il faut faire attention aussi au traitement, les anticholinésterasiques qui peuvent accélérer le transit, qui sont très efficaces sur le plan cognitif et aussi sur les hallucinations. Il faut faire attention qu'ils n'accélèrent pas le transit, et attention aux fuites urinaires aussi, ça peut être, et la sialorée, l'écoulement de salive qui peut être un effet indésirable du traitement. Donc voilà, il y a ça. Mais pour ma petite expérience personnelle, c'est souvent si on arrive à bien réguler le transit et à faire en sorte d'arrêter ce yo-yo constipation-diarrhée, on améliore quand même cette problématique. Il y a une autre question dans la salle, oui. Oui, à nouveau, c'est au sujet des biomarqueurs de l'inflammation. Est-ce que ça veut dire que les malades ont en permanence une petite infection? Est-ce que ce serait lié à une baisse de l'immunité? Non, parce que là, c'est un marqueur neuro-inflammatoire. On sait que toutes les maladies neurodégénératives donnent de la neuroinflammation. Donc le fait qu'on trouve de la neuroinflammation ne nous étonne pas trop. Là, l'impression qu'on a, mais c'est même si on a quand même 100 personnes, ce qui n'est pas rien, mais c'est quand même pas assez pour avoir un signal franc. La seule impression qu'on a, à la fois dans cette étude-là, mais aussi dans une autre étude qui a été publiée par les Anglais sur la neuroinflammation dans le cerveau, c'est qu'il y en aurait probablement plus que dans la maladie d'Alzheimer. Donc ça peut aussi être une cible thérapeutique. Le néflamapimode a l'air de mieux fonctionner, par exemple, dans la maladie à Cordet-Lévy que dans la maladie d'Alzheimer, où il s'est révélé négatif. Donc c'est pas de... Il y a un lien très étroit entre l'inflammation périphérique et l'inflammation cérébrale, mais là, c'est un reflet de l'inflammation cérébrale. Alors, il reste quelques minutes pour les questions peut-être des gens qui sont en ligne. On passera, si on a le temps, à une dernière question dans la salle après. Alors, j'en ai 3. Est-ce que les TCC fonctionnent sur la prise en charge des troubles anxieux, symptômes?
symptômes de la maladie à corps de Lévy ou maladie de Parkinson. Oui, c'est vrai. On pourra y répondre, donc je la laisse peut-être en suspens, on pourra y répondre dans la partie paramédicale. Très bien. Ouais. Par rapport au neuroleptique, mon papa prend du Xeroquel avec l'aval de sa neurologue qui insiste sur le fait que c'est un neuroleptique atypique. Qu'en est-il ? Alors, c'est le Xeroquel, c'est la kétiapine. Donc, c'est ce qu'on disait dans notre revue de la littérature. Tous les essais thérapeutiques qui ont été faits avec la kétiapine sont négatifs. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si eux sont satisfaits de la prise de kétiapine et que les symptômes qui étaient envahissants ont disparu ou ont nettement diminué, c'est une bonne chose et il faut garder le médicament, évidemment. D'accord. Et après, le recours au lorazépam ne favorise-t-il pas le risque de chute ? Alors, un autre petit complément, la kétiapine, c'est donné dans les consultations sommeil s'il y a des gros troubles du sommeil et que la mélatonine ne fonctionne pas, la kétiapine peut être donnée. Et ça n'est pas efficace sur les hallucinations, les délires, mais par contre, c'est efficace sur l'agitation, l'anxiété, etc. Oui, il y avait cette question d'ailleurs sur le sommeil. Donc ça répond. Il y avait une question sur le lorazépam, hein, ça c'est pour toi. Pour le lorazépam, tout à fait, ça peut majorer le risque de chute. C'est pour ça que c'est très important d'évaluer le syndrome catatonique très finement et de le traiter uniquement si on a l'impression qu'il interagit, qui retentit beaucoup sur le fonctionnement de la personne. Donc il ne faut pas donner effectivement du lorazépam à tout va parce que c'est pas une molécule anodine, tout à fait. Peut-être on peut prendre la dernière question dans la salle et on finira à l'heure. Bonjour, alors j'espère ne pas abaisser trop le débat, moi je ne suis pas du tout médecin. Alors dans mon parcours, en fait, au départ je pensais que mon père, on avait diagnostiqué Parkinson. J'avais cherché beaucoup d'informations et il y avait beaucoup d'actualités sur le microbiote, donc j'étais rentrée en contact avec une chercheuse qui travaillait sur les transplantations fécales dans la maladie de Parkinson, qui était complètement à l'état de test au niveau animal. Est-ce qu'il y a des recherches en lien avec le microbiote et la maladie à corps de Lévy ? Je sais que c'est très médiatisé, c'est peut-être pas du tout médical comme... il n'y a peut-être même pas de réponse facile. Alors, dans Clinical Trial, j'ai rien trouvé en France ni dans le monde pour l'instant. Mais peut-être que... Je ne connais pas d'essai en cours précisément là-dessus. Il y a plein de formidables indications de la transplantation fécale dans certaines infections du tube digestif. Dans les maladies neurodégénératives aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait d'essai et encore moins de résultats. Peut-être à ma connaissance non plus, il n'y a pas d'essai, mais je pense que c'est une très bonne idée. La question, c'est qu'il faudrait le faire et il faut trouver des fonds et il faut trouver de l'argent. Oui, tout à fait. Ça s'est fait dans d'autres maladies. Ça marche très bien, par exemple, dans les maladies inflammatoires d'intestin. Ça a une efficacité importante. On pourrait imaginer que dans la maladie à corps de Lévy, ça puisse avoir un vrai intérêt. Si je peux me permettre, il y a eu un essai de faisabilité dans la maladie d'Alzheimer et plusieurs cas cliniques, des case reports, de patients qui avaient bénéficié de transplantation fécale pour une autre raison, et en particulier l'infection à Clostridium difficile, et qui avaient eu une amélioration cognitive. Donc c'était un patient. Ça veut juste dire que c'est aux prémices et qu'il ne faut pas s'aventurer dans ce type de thérapeutique sans qu'il y ait de vrais essais randomisés réalisés. Après, si on traite une colite à Clostridium chez un patient avec une maladie d'Alzheimer, il va s'améliorer cognitivement aussi, parce qu'on lève une grande part de confusion. Et dans beaucoup d'essais thérapeutiques, maintenant, ils nous demandent de recueillir des échantillons de sel pour étudier le microbiote. Oui. Bonjour. Je suis aidante et mon conjoint est suivi en orthophonie, en kinésithérapie, fait aussi l'APA, enfin bon, il fait plein de choses. Mais au vu de toutes ces explications, je me demande comment savoir si il a le bon kiné, la bonne orthophoniste, le bon... Voilà, parce qu'en fait, dans tout ce que vous avez décrit, il y a une grande dimension où on doit écouter le patient. Et moi, je me rends compte qu'à chaque fois, je suis obligée de lui dire tu arrêtes, tu changes, parce que là, il est en train de mal te traiter. Voilà. Donc, un kiné qui insiste, qui lui fait mal, qui le culpabilise, qui lui dit qu'il n'a qu'à faire les exercices chez lui, voilà. Donc, comment savoir si on a le bon kiné, la bonne orthophoniste,
le bon thérapeute, quoi. Voilà. Alors vous pourrez répondre aussi si vous le souhaitez, mais je pense que c'est très très important en amont, avant de prendre la prise en charge, d'avoir un échange téléphonique. Moi c'est systématique, il n'y a personne qui rentre dans mon cabinet tant que j'ai pas eu de conversation avec la personne et voir si ma façon de faire, ma pratique est adaptée. Il y a par exemple des types de pathologies que je peux pas, pour lesquelles je suis pas qualifiée, je prendrai pas en charge, et j'explique aussi ma façon de fonctionner qui peut aussi ne pas correspondre à chacun. Donc je pense que c'est très très important d'avoir cette conversation en amont avec le kiné, avec l'orthophoniste, avec la psychologue, pour s'assurer déjà qu'on connaît la maladie à corps de Lévy et comment on pratique en fait. Et donc bon, ça demande aussi de son côté de s'être un petit peu renseigné sur les différentes pratiques qui existent. Je réponds pour moi, pour la psychologie par exemple, parce qu'on est très très différentes selon si on est orienté cognitif ou si on est orienté intégrative ou psychanalyse ou voilà. Donc, et je pense que c'est pareil, il y a des orthophonistes qui connaissent pas la maladie à corps de Lévy, qui sont très centrés sur l'enfant ou sur le bégaiement, et voilà. Et donc c'est très très important et d'avoir cet échange pour voir aussi s'il y a un feeling, si la personne est à l'écoute, c'est hyper important. Et juste pour compléter, j'ajouterais que quel que soit le type de professionnel que vous allez voir, quand vous le rencontrez pour la première fois, normalement il y a un moment obligatoire qu'on appelle l'anamnèse, où vous allez commencer par discuter avec le professionnel. Et alors, trop souvent, on peut se retrouver dans la situation où c'est le professionnel uniquement qui va vous poser des questions pour essayer de connaître le profil de la personne, etc. En fait, c'est aussi un moment où il faut en profiter, vous, pour exprimer vos attentes, vos besoins, les choses qui, pour vous, sont prioritaires. On a vu dans les présentations plus tôt dans la journée que c'est parfois très différent entre ce qui paraît prioritaire pour le patient, pour les aidants, ou ce que va détecter un professionnel avec son point de vue de professionnel spécialisé. Et donc c'est important de verbaliser tout ça et de rendre clair ce qu'on souhaiterait, ce qu'on souhaite éviter. Et si jamais il y a eu des expériences précédentes qui étaient négatives ou des choses qui se sont mal passées ou qui n'ont pas plu à la personne, c'est important aussi de le signaler parce que la personne ne peut pas savoir et peut le reproduire aussi par erreur. Et ce qui peut convenir à certains patients ne conviendra pas forcément à d'autres. Et je pense que c'est important aussi d'apporter de l'information aux professionnels. L'offre de soins, elle est quand même limitée. Et quand on est professionnel de santé, on a face à nous 1000 possibilités. On peut s'intéresser à tout ce qu'on veut et on ne va pas être compétent dans tout, c'est ce que disait Yael. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je donne les livrets maladie à corps de Lévy, notamment le livret bleu qui est assez détaillé. J'en donne plusieurs exemplaires aux patients pour qu'ils puissent donner au kiné, aux médecins traitants, etc. Alors je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais en tout cas ça sensibilise le soignant. Ça c'est une première chose. Et contrairement à ce qu'a dit Elena, moi je marque sur l'ordonnante LSVT, pas pour les forcer à faire ça, mais pour les sensibiliser sur ce que je voudrais qu'ils fassent. Parce que si on ne le note pas, c'est pas fait. Même si LSVT, c'est la rééducation pour l'orthophonie, notamment pour la parole, la dysarthrie. Et ça les pousse un petit peu avec le livret, avec LSVT. Le patient a la légitimité de demander. Et ce qui fait qu'en fait, on a une rééducation de la parole, même s'ils font pas LSVT vraiment, quoi. Mais en tout cas, je mets le terme. Donc, il faut aussi, sur une maladie qui est moins connue, on n'est pas des encyclopédies, on ne retient pas tout, on ne sait pas tout. C'est aider et accompagner la formation via toute la documentation que fait l'association. Et pour finir de compléter, l'indicateur, vous posez la question de comment je fais, si effectivement, comment savoir si la personne est la bonne ou pas. Une prise en soin, un accompagnement thérapeutique, c'est d'abord une relation. C'est-à-dire qu'à un moment, l'indicateur, à mon avis, prioritaire, c'est effectivement celui du ressenti de la personne malade. Est-ce que, alors, au début, il y a une interconnaissance qui est normale, etc. Il y a même des points qui peuvent être faits. Moi, je pense qu'effectivement, si à un moment, votre mari se trouve régulièrement en difficulté quand il rentre des séances, il faut qu'à un moment, on vous en parliez peut-être à trois ou que vous l'incitiez à en parler avec son thérapeute. Mais en effet, c'est d'abord une relation. Et quand bien même parfois on va être face aux meilleurs spécialistes,
il peut y avoir quelque chose qui passe pas. Yael parlait de feeling. Une thérapie, c'est éminemment une interrelation. Oui, je voulais juste savoir s'il y avait, au départ dans ma question, c'était savoir s'il y avait des spécialités, voilà, des orthophonistes spécialisés à Cordes-Lévy, des kinés spécialisés à Cordes-Lévy, et si c'était quelque chose qu'il fallait chercher, voilà, c'était ça. Après, oui, je suis d'accord avec vous, effectivement, c'est une relation, mais c'est difficile aussi pour les patients, parce qu'en fait, ils tissent une relation avec leur thérapeute, et ils ont du mal à leur dire « ça ne me convient pas ». Voilà. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Alors, j'ai travaillé avec une orthophoniste. En fait, j'ai eu son patient et il me parlait de son orthophoniste qui ne connaissait rien à la maladie à Cordes-Lévy. Et elle lui a donné le fascicule, elle lui a parlé de l'association. Et maintenant, je travaille régulièrement avec cet orthophoniste qui ne connaissait pas la maladie à Cordes-Lévy, qui l'a découvert avec son patient. Et finalement, la relation, encore une fois, ça a été le moteur pour aller chercher au-delà. Donc, il n'y a pas forcément de professionnels qui sont spécialisés dans la maladie à Cordes-Lévy. Il y en a qui seront plus portés vers les adultes, plus portés vers les maladies neurodégénératives. Et je pense qu'on a déjà quelque chose quand on regarde de ce côté-là. Et après, voilà, il faut réussir à amener l'information. Pour finir sur les kinés, souvent il y a un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps ou par rapport à un patient neuro, entre guillemets. Du coup, je pense qu'effectivement, qu'on parlait de relations, c'est peut-être à vous à apporter, à demander qu'est-ce qui est le plus gênant pour votre mari et qui se focalise sur cette action et qu'il essaye de travailler au mieux avec votre mari sur cette action, même si il n'y a qu'un exercice qui est travaillé, puis qu'il soit travaillé à fond, et que du coup, derrière, il y a un bien-être qui puisse être positif, en fait. C'est vraiment une relation. De l'amphi tout à l'heure, et puis il y a une question plus bas. Merci. Oui, bonjour, je suis aidant de mon épouse qui, malheureusement, suite à une fracture du col du fémur, a dû rentrer en institution il y a 6 mois. Mais quand elle était encore à la maison et maintenant en institution, je suis frappé qu'en institution, la lumière est souvent très très vive dans la pièce. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame la psychomotricienne sur la luminothérapie. Voilà. Moi, j'ai le sentiment que quand je rentre dans la pièce, je la sens dérangée. Cette lumière vive l'empêche de dormir ou de somnoler comme elle le voudrait. Alors, donc je baisse la lumière. C'est le bon choix ou au contraire, il faut beaucoup de lumière pour la stimuler? Je n'ai pas compris. Et peut-être que je me trompe. En fait, tout est contextuel. Ça dépend de ce qu'elle fait, de l'activité où elle en est. Si effectivement on est plus sur de la fin de journée, en fait, on essaie de privilégier quand même un maximum la lumière naturelle. Si vous êtes dans un milieu très sombre, en effet, à certains moments, pour traverser la pièce, pour se déplacer, au contraire, effectivement, il faut qu'il y ait un bon éclairage. Mais un bon éclairage, ça ne veut pas dire un truc strident qui agresse. Moi, je parlais surtout des stades sévères parce qu'on sait effectivement que parfois l'environnement sonore, visuel, etc., et notamment la luminosité, en effet, vont pas être forcément très enveloppants. Et ce qu'on essaye de trouver dans l'accompagnement de fin de vie ou les stades sévères, c'est vraiment un milieu très confortable sur le plan sensoriel, en fait. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire avec elle. Si ça la fatigue, si ça l'agresse, il faut privilégier plutôt la lampe, éviter d'allumer les plafonniers et apporter par exemple une lampe de chevet, si c'est possible, s'il y a de quoi la brancher, ces petites choses-là. Dans ce qu'on appelle l'enveloppement sensoriel, là, ce qui est utilisé dans le principe, le dispositif de Snozelen, c'est en effet d'aller chercher des types de... Alors les lampes à sel, là, ou des lampes dont la lumière va déjà être très douce. Voilà, mais plutôt pour des personnes qui ont besoin, dans une grande partie de la journée, d'un confort sensoriel. Pour les personnes moins avancées dans la maladie, qui ont besoin d'être stimulées, au contraire, pour pouvoir se déplacer, etc., la lumière stridente, non, jamais. Mais en effet, peut-être donc privilégier principalement l'éclairage naturel. Ensuite, s'il y a besoin de renforcer la lumière, voilà, soit
compléter avec des lampes de chevet, soit utiliser le plafonnier. Un petit élément neurovégétatif dont on parle peu, on n'en a pas parlé aujourd'hui, je crois, c'est la sécheresse oculaire. Et la sécheresse oculaire, en fait, on cligne des yeux pour rendre humide notre cornée. Quand la cornée est sèche, c'est douloureux et la lumière agresse la cornée. Donc on peut aussi mettre, faut baisser la lumière, hein, comme dit Madame Lewinsky, mais on peut aussi mettre des larmes artificielles et ça, c'est très peu prescrit finalement. Moi, je voulais juste revenir sur le choix du kiné. Moi, j'ai choisi mon kiné. Quand je suis déménagée dans le Var, il fallait que je trouve un kiné. Donc, par l'intermédiaire de Facebook et de mon village, j'ai demandé des avis sur des kinés, parce que moi, je voulais un kiné qui ne prenne qu'une personne à la fois, et pas un kiné qui prenne 10 personnes et qui vous mette sous une machine. Donc, moi, c'était impératif de trouver un kiné qui prenne une seule personne à la fois. Donc, et après, le bouche à oreille m'a permis de trouver ma kiné. Et ma kiné, c'est passé tout de suite. Mais mon impératif principal, c'était une personne pendant une demi-heure et pas 10 personnes pendant une demi-heure. Et d'avoir beaucoup de dialogue avec elle. Et du coup, voilà, mes séances de kiné, j'en fais 3 par semaine, se passent à merveille. Voilà, je voulais vous dire comment j'ai trouvé ma kiné et j'en suis très contente. On va prendre juste une dernière question. Juste pour abonder sur ce que vous dites, Michel, et ça rejoint aussi ce que disait Yael, c'est-à-dire que peut-être que vous n'en avez pas eu besoin, vous, parce qu'a priori, vous savez vraiment, mais l'éducation thérapeutique peut aider aussi les personnes à justement recentrer sur leurs priorités dans la prise en soin. Et effectivement, arriver en cherchant un kiné, en sachant ce qu'on veut aussi, je pense que ça peut aider et faciliter aussi après de trouver la bonne personne, quoi. Mais c'est vrai que le TP peut apporter ça. Ça, c'est génial. Moi, je ne parlerai pas des raisons qui font justement que l'on ne trouve pas de kiné et que l'on ne trouve pas d'orthophoniste. Et je pense que tout le monde le déplore. Pour parler de mon soin, de ma vie d'aidante, mon orthophoniste a dit qu'elle déplorait véritablement qu'il n'y ait pas, alors c'est ce qu'elle m'a dit, qu'il n'y ait pas d'intervenants dans les écoles d'orthophonistes pour parler des maladies neurodégénératives. Ça, c'est un point. Et ensuite, je voulais avoir le sentiment des orthophonistes qui sont là sur la pratique d'une séance d'orthophonie en couple ou en groupe. Le bénéfice ou non de cette façon de procéder. Alors, je réponds juste à la première question. Je suis bien placée parce que je suis directrice de l'école d'orthophonie, du CFIO de Strasbourg. Et donc là, je dirais que le souci est le même que pour la plupart des professionnels de santé. En fait, la maladie est encore peu connue. Elle est trop peu souvent intégrée à la formation initiale. C'est quelque chose sur lequel, bien évidemment, on travaille, et notamment à Strasbourg grâce au professeur Blanc. Et je peux vous dire qu'on a des cours pendant la formation des orthophonistes et des professionnels paramédicaux sur la maladie à corps de Lévy. C'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. On voit que depuis quelques années, l'association A2MCL, qui est la seule actuellement sur le terrain à faire ce travail, est très active et participe à former les professionnels de santé. Donc là, je serais plutôt optimiste et je dirais un peu de patience. Ça va être intégré à la formation des professionnels, mais c'est une très bonne remarque. C'est vrai que ça ne l'est pas encore assez actuellement. C'est juste une information. J'ai travaillé avec une association sur la région. Alors je ne sais pas si ça va se développer ailleurs. En tout cas, je trouve que l'initiative était à souligner, qui s'appelle Territoire des possibles. On peut les retrouver sur le territoiredespossibles.org. Et c'est une association d'innovation sociale qui propose aux retraités d'exercer leur libre choix de lieu de vie dans l'avancée en âge. Et voilà, je trouve qu'en France, effectivement, on n'est pas sur l'anticipation et je pense que c'est une réflexion qui est intéressante à avoir. Merci beaucoup, oui, tout à fait. Rebonjour. Alors, merci en tout cas pour ces éléments. Dans la famille, nous, on est à un stade sévère
avec vraiment la question de l'habitat. Et est-ce que... moi, j'ai tout fait pour essayer de faire en sorte que... il s'agit de mon père, puisse rester à domicile, mais effectivement, j'ai une balance entre ma mère et mon père qui est un peu difficile à faire. Et quelque part, je pourrais avoir besoin, en fait, d'avoir des retours d'expérience de personnes qui, par exemple, ont fait le choix de l'EHPAD. Et je pourrais vraiment apprécier, pas forcément maintenant, d'avoir un retour sur comment ça s'est passé et finalement comment ça s'est passé. Par ailleurs, j'avais beaucoup de fantasmes sur un terme que j'avais vu en ligne qui s'appelait EHPAD à domicile. Et je me demandais comment il serait possible de créer une sorte de roulement, une adaptation de la maison. J'imaginais des équipes d'ergothérapeutes de l'habitat pour créer un espace pour la partie malade et avec et un espace du reste de la famille pour qu'il puisse y avoir cette préservation de l'intimité ou que l'aidant ne soit pas aussi malade en fait. D'avoir en fait aussi, si possible, c'est des unités volantes qui viennent pour comment on fait pour éventuellement maintenir à domicile en créant une distinction des espaces pour garder une intimité et pas se sentir intrusé, je sais pas, tout le temps par des auxiliaires de vie qui seraient peut-être là en permanence, voilà. Donc, est-ce que ça existe tout ça ? Alors, pour savoir comment ça se passe, c'est des groupes d'échange, en fait, comme on a entendu tout à l'heure, des groupes de parole comme les plateformes des aidants. Faut savoir que, par exemple, les plateformes des aidants, c'est compliqué. Donc, c'est généralement soutenu, il y en a par le département, dans les CCAS. Et en fait, il y a un soutien psychologique des aidants qui s'arrête quand l'aidant rentre en EHPAD. Mais où normalement, ça fait partie des choses un peu ridicules parce qu'il n'y a pas forcément une psychologue dans l'EHPAD qui puisse soutenir, qui puisse prendre le relais. Mais aujourd'hui, on a pas mal de recul par rapport à ça. En fait, il y a aussi, si l'aidant est épuisé, le fait de pouvoir, par exemple, faire une entrée en EHPAD, ça peut permettre aussi à l'aidant de se reposer, d'être mieux. Et quand tout le monde va mieux, en fait, il y a des choses plus simples qui peuvent être réfléchies. En fait, on parle la plupart du temps, tout le monde part sur l'a priori de jugement que l'endroit le mieux, c'est la maison. C'est un a priori faux. Et c'est un a priori sur lequel, c'est pour ça que je vous ai mis quels sont les choix et vers qui ils vont. La plupart du temps, c'est parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Or, ça demande un vrai travail sur lequel on peut être accompagné par psychologue, par ergothérapeute, par des équipes de terrain. Mais on ne peut pas... Quelqu'un qui rentre chez vous, désolé, en 20 minutes, on ne peut pas tout faire, mais en effet, les professionnels qui rentrent chez vous, la plupart du temps, c'est l'aidant qui les refuse, et pas l'aider. Et en effet, parce que c'est une intrusion, c'est insupportable. Et donc, en effet, sauf si on habite un grand appartement ou un château, le coin pour l'aider, le coin pour l'aidant et le coin pour faire du soin, c'est compliqué au même endroit, en fait. Donc, voilà, il y a plein de choses qui ne peuvent pas être quelque chose de standardisé, qui dépendent du sujet. Et après, vous allez avoir la réflexion sur la fin de vie. Ça, moi, le nombre d'aidants qui vient me voir en me disant « J'ai promis à mon conjoint qu'il mourrait à la maison, je ne peux pas envisager de vivre dans l'endroit où mon conjoint meurt. Je ne peux pas envisager qu'il puisse mourir dans notre lit à tous les deux. » Il y en a plein d'autres qui disent oui, mais ceux qui viennent dire non, ils n'osent pas le dire à leurs enfants, ils viennent nous le dire à nous en disant qu'est-ce qu'on peut, comment on peut faire les choses. Et c'est en fait tout ça, c'est beaucoup de médiation. Mais il faut un médiateur. Et ça peut pas se faire au sein de la famille.